de retour dans l'Africa Newsroom. Notre invité, président du think tank IPOD, est avec nous. Mohamed Di est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Samuel Gembok et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Les compagnies aériennes africaines sont confrontées à de nombreuses difficultés. Parmi elles, le prix du carburant, l'insuffisance des infrastructures ou encore le manque de ressources humaines et surtout la concurrence venue des compagnies aériennes non africaines. À défaut d'avoir une compagnie continentale, la coopération entre les différentes compagnies nationales du continent s'impose de plus en plus. Birama Saonera. La grande majorité des compagnies aériennes africaines rencontrent des difficultés pour se développer et même pour rester viables. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Par exemple, leur petite taille, source de leur faible rentabilité. Dans le domaine de l'aéronautique, les coûts d'exploitation et les risques géopolitiques sont considérables dans certains pays. À tout ceci s'ajoute le coût des carburants, les loyers des avions et le montant des assurances souvent élevés. Les compagnies africaines font face aussi aux fluctuations que connaissent les devises du marché international, notamment le dollar et l'euro. Ainsi, la faiblesse des monnaies locales permet difficilement d'investir dans la flotte et de procéder à l'achat de carburant. Quelles solutions les compagnies africaines peuvent-elles mettre en place pour accroître leurs performances? La coopération est-elle nécessaire dans le secteur du transport aérien sur le continent? Le transport aérien est en pleine mutation sur le continent africain. Chaque année, le trafic dans ce secteur enregistre une croissance de 5%. Malgré cette croissance, les compagnies africaines font face à plusieurs défis. Au pays de la Teranga, la compagnie aérienne Senegal Airlines traverse une situation difficile. Depuis sa création en 2009, l'entreprise peine à réaliser de bons résultats. Les pertes cumulées ont été évaluées à 68 milliards de francs CFA. L'objectif pour les autorités sénégalaises est de disposer d'une véritable compagnie nationale et d'avoir une position de hub aérien dans la sous-région. L'État du Sénégal a décidé de remonter toute sa dette, y compris la dette de ses démembrements, comme les ADS, l'ANACIM, etc., en capital, pour renforcer sa présence et absorber les dettes cumulées, les pertes cumulées de l'entreprise. Ce qui nous permettra d'aller rechercher des partenaires potentiels pour leur donner une partie du capital, avoir avec ces partenaires de nouveaux avions. Certaines compagnies du continent de taille plus ou moins modeste, comme Camerco, sont confrontées à de nombreuses difficultés financières et managériales. Cependant, elles font face à l'insuffisance des avions pour assurer des vols quotidiens vers des pays du continent et de l'international. Le problème de Camerco, c'est d'abord sa flotte. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas faire le réseau domestique, le réseau régional, le réseau intercontinental avec seulement 3 avions. La conséquence, elle est là. Quand un avion a un problème, on annule les vols. Quand 2 avions ont un problème, c'est la catastrophe. Et la grosse crise que nous avons traversée en septembre, c'est parce que, aussi rare que ça puisse être, aussi imprévisible que ça puisse être, nous avons eu 3 avions coulés au sol. Ça peut arriver, c'est arrivé. Donc avec 3 avions seulement, on ne peut rien faire. Donc notre plan, le plan que nous avons fait en interne appelait 9 avions en tout, c'est-à-dire l'acquisition ou l'entrée en service de 6 autres avions pour arriver à 9, de telle sorte que nous ayons du backup dans la flotte. La concurrence venant des compagnies non africaines constitue un obstacle majeur pour les compagnies locales. Pour des spécialistes, le secteur aéronautique africain décolle, mais se heurte à une âpre concurrence. 80% du trafic intercontinental est détenu par les compagnies non africaines. Aujourd'hui, l'industrie aérienne est face à un défi de taille. Parvenir à faire des profits et à changer son image face aux compagnies européennes, américaines, chinoises ou du Moyen-Orient qui dominent toujours le marché en Afrique. Le problème réel de Camerco, ce n'est pas les autres compagnies africaines qui viennent au Cameroun, c'est les compagnies étrangères qui viennent au Cameroun. Je vous donne un exemple simple. Air France, c'est 11 fréquences la semaine. SN Bruxelles, c'est 7 fréquences la semaine. Et Turkish, 7 fréquences la semaine. Voilà, ils drainent à eux seuls 80% du marché, et même plus parce que Camerco, c'est 13% seulement de part du marché. C'est là le problème. Le secteur africain de l'aviation souffre d'une mauvaise réputation en matière de sécurité et des problèmes de qualité des infrastructures. Il se trouve aussi désavantagé pour des raisons monétaires. Les compagnies africaines absorbent de nombreux coûts en dollars, comme ceux liés au carburant, alors qu'elles génèrent des revenus dans des monnaies plus faibles.
Face à ces problèmes, les experts mettent l'accent sur la coopération entre les compagnies africaines. Il faut que les compagnies coopèrent à travers différents accords commerciaux, par exemple comme Interline, ce qu'on appelle le SPA, qu'on appelle le code sharing. Et aussi il y a les accords de partenariat technique. Lorsque vous avez des compagnies aériennes en Afrique qui ont des capacités techniques que d'autres n'ont pas, qu'ils fournissent ces prestations à un prix intéressant, en tout cas moindre que ce que n'offrirait une compagnie étrangère. Et une coopération au niveau de la formation, parce que c'est un secteur qui requiert une personnel formé. Le développement du transport aérien s'avère par conséquent indispensable à l'intensification du commerce et du tourisme entre les États africains d'une part et d'autre part entre l'Afrique et le reste du monde. Malgré la forte concurrence des compagnies étrangères, des observateurs estiment que le domaine de l'aviation contribue efficacement au développement économique en Afrique. La situation en Afrique aujourd'hui, on constate qu'il y a une augmentation du trafic et aussi qu'en même temps, le taux de nombre d'accidents est en train de se réduire. C'est une bonne indication parce que le transport aérien évolue en même temps que l'économie. Donc s'il y a une augmentation du trafic, cela veut dire que les économies africaines sont aussi en train d'évoluer, en train de prendre de l'aile. Avec 150 millions de passagers par an attendus sur le continent d'ici 2030, les gouvernements ont intérêt à investir dans le secteur. L'objectif est de continuer la libéralisation du ciel africain. De nombreux pays n'ont pas en effet signé d'accords permettant aux compagnies d'autres nations du continent d'utiliser leur espace aérien. La croissance du trafic demeure néanmoins une réalité en Afrique. Selon une étude publiée le 20 juillet 2015 par l'avionnaire Boeing, les compagnies aériennes africaines devront recruter 18 000 pilotes de ligne et 22 000 techniciens de maintenance d'ici 2034 pour répondre à la forte demande sur le continent. Mohamed, des compagnies qui n'arrivent pas à sortir à la tête de l'eau, des compagnies qui font faillite, ce n'est malheureusement pas rare sur le continent africain. Pourquoi nos compagnies aériennes n'arrivent-elles pas à être rentables ? Déjà, il faut dire que, en fait, l'aérien n'est pas très rentable. Les gens n'arrivent pas à le comprendre, c'est ce qui est le cas. Après, nous avons des problèmes qui ont été relevés dans l'élément. Il faut vraiment insister sur une chose, parce qu'il y a ailleurs des compagnies qui marchent. Et quand elles marchent, c'est parce qu'il y a de la performance de gestion. Et parce que quand on revoit et on étudie les coûts des compagnies aériennes normales en général, nous avons la structure du coût. C'est et le kérosène ou le personnel navigant, les PN comme on dit. Et les coûts pour les sociétés africaines, effectivement, sont de 45 à 35%, car la moyenne des coûts de kérosène pour les autres aviations sont à 20%. Il y a vraiment un problème économique qui est à côté aggravé par des problèmes de gestion, parce que pour la plupart, il y a les États qui ont la main et la gestion et les politiciennes. Et éminemment et de façon très technique aussi, il faut parler des problèmes de formation, parce que c'est un secteur extrêmement sensible où, dans nos États, nous devrons avoir des centres de formation performants. Et enfin, les infrastructures. Si, comme au Sénégal, le président Macky Sall veut faire du Sénégal, de Dakar en général, un hub sous-régional, parce que Dakar, c'est le 4e hub, après Abuja, Accra et Lagos, il faut avoir un aéroport de classe internationale. Et l'AIBD, on traîne depuis 2 ans ou 1 an, pour ne pas être très sévère avec eux, à le réceptionner avec des problèmes de livraison pour un aéroport réalisé à 85%. Et tout ça, comme le dit la ministre des Transports aériens, pose un problème. Mais le seul fait de la volonté politique ne suffit pas. Parce que quand il y a volonté politique, il y a injection de l'argent dans ce secteur-là. Elle a parlé de la Nassim, de Senegal Airlines et autres. Il faudra vraiment voir comment se doter donc d'une très bonne flotte. Il faudra voir comment sécuriser, parce que les coûts de l'assurance aussi sont grands. Mais évidemment, moi je suis assureur, je ne vous assure pas une grande société, je ne vais pas en citer une pour être une grande société, comme je peux assurer Senegal Airlines. Et il y a une question quand même qui peut se poser dans nos administrations, dans l'aérien en général, et qui devrait nous piquer un peu à l'orgueil, c'est-à-dire que nous avons une société que l'on connaît, qui a perdu un avion à l'air et qui a fait un accident, c'est la malaisienne. Et ça marche. Et ils sont
soutenus, nos États peuvent soutenir, mais moi je suis adepte d'une économie où il n'y a pas trop d'injections quand même. Air France a eu ça avec la France, c'est des entreprises de prestige, mais nous pouvons, si nous nous développons très bien, surtout la CEDEAO, c'est 350 millions d'habitants. Nous allons vers 150 millions de voyageurs en Afrique. C'est vraiment extrêmement important. Et je finirai pour laisser à mes co-débatteurs juste la parole. Et il y a quelque chose dans lequel je suis très sensible, c'est les normalisations aériennes. Je voyais le directeur de la RAM dans une interview, effectivement, parler de la renégociation de l'Open Sky. Ils n'ont pas les mêmes droits en Europe parce qu'ils ne font pas les vols internes que les Européens ont en Afrique. Mais je pense que ça, c'est une vision stratégique que les États, seuls, en épaulant leur société nationale ou pas, peuvent prendre en charge pour vraiment revoir la réglementation et les normalisations dans le domaine aérien. Samuel, comment rendre nos compagnies plus compétitives? Parce que c'est cela qui manque. Oui, je vais un peu m'écrire en faux contre un certain nombre de choses. D'abord, j'ai du mal de plus en plus à parler de l'Afrique au sens générique du terme. Quand on parle des compagnies aériennes africaines, j'ai du mal à parler au nom de ces compagnies comme étant une entité unique. Il y a des compagnies qui font du profit, il y a des compagnies qui sont des poumons économiques de leur pays, comme Ethiopian, comme Kenyan. Il y a des compagnies qui sortent du lot et qui trouvent leur compte. C'est une question de choix au niveau national, de choix politique, de choix économique. Quelle est la priorité qu'on veut accorder à tel ou tel secteur? Est-ce qu'on a identifié l'aérien comme étant le poumon de l'économie nationale, comme d'autres l'ont su? L'est-il? Comment? L'est-il? Oui, mais tout dépend de la volonté. Il y a des moyens qui peuvent être mobilisés. Il y a des États qui sortent de nulle part, qui ont pu mobiliser des moyens colossaux. Nous vivons dans un monde complètement ouvert où des coopérations techniques, des coopérations financières peuvent être faites. Si aujourd'hui l'Europe a pu mettre Airbus, il y a un mariage économique qui a été mobilisé entre les différents États. Il y a une forte spécialisation. Il y en a qui ont choisi de se spécialiser dans l'assemblage. Il y en a qui ont choisi de se doter de compétences techniques pour la fabrication de tel ou tel appareil dans un avion. On peut aussi développer une coopération comme ça au niveau continental. Mais elle sera portée par qui? Parce qu'il faut bien proposer des solutions qui paraissent idéales ou idéalistes. Ensuite, il faut se frotter au réalisme qui doit porter la coopération aérienne en Afrique. Est-ce que l'Union africaine peut se doter des compétences nécessaires pour créer une compagnie aérienne au-delà des clivages et au-delà des rivalités souverainistes que les États essaient de développer? Qui doit le faire? Et quelles seront les études techniques qui seront menées pour redistribuer les intérêts et les bénéfices accumulés par cette fameuse compagnie aérienne continentale, et comment faire pour équilibrer les choses par rapport à ceux qui ont une avance à la fois sur le plan de l'équipement, au niveau des compétences techniques, au niveau du professionnalisme. Donc c'est autant de sujets qu'on ne peut pas du jour au lendemain décider de résoudre sans toutefois mener une réflexion technique capable de proposer des solutions techniques sur la base desquelles les États peuvent s'appuyer pour trouver un consensus. Oui, Jean-Marie, comme l'a dit Samuel, on a une palette de compagnies aériennes sur le continent ENA. On va partir de Ethiopian Airlines, Air Sénégal qui connaît d'énormes difficultés en ce moment. Quel serait l'intérêt d'Ethiopian Airlines à coopérer justement avec des compagnies qui ne seraient pas viables? Vous savez, dans le domaine économique, et surtout dans l'aérien, comme Mohamed l'a souligné tout à l'heure, vous avez des coûts, vous avez des charges structurelles qui sont énormes et très très importantes. Donc l'intérêt, c'est lequel? L'intérêt, c'est qu'on va densifier, comment dirais-je, le réseau intérieur africain et non plus raisonner, si vous voulez, en termes de réseau intérieur national. J'étais en train de suivre tout à l'heure là le reportage sur le Sénégal. Il a parlé des hubs. Si chaque État africain veut créer un hub, est-ce que vous vous imaginez ce que ça va nous donner en Afrique? Ça veut dire tout simplement que ce sont des compagnies éphémères qui sont montées. Au bout de quelques temps, c'est l'argent public qu'on a englouti sur des projets qui n'aboutissent pas et qui ne servent pas à la croissance de l'Afrique et qui ne servent même pas au progrès social. Parce que l'aéronautique a pour fonction de pouvoir libéraliser, si vous voulez, les échanges des hommes d'affaires entre les hommes d'affaires, chose qui ne se fait pas chez nous en Afrique. Quand vous prenez
aujourd'hui, vous prenez un vol à partir de Paris, vous arrivez beaucoup plus facilement, c'est-à-dire en partant de chez nous en Afrique pour aller autre part, vous êtes obligé de passer par Paris. Tant que les États africains ne comprendront pas que, dès l'instant qu'on ne met pas en place des stratégies opérationnelles qui prennent en compte, c'est-à-dire toutes nos défaillances que nous avons, les défaillances gestionnaires, les défaillances financières, toutes ces difficultés-là, ce sont des difficultés structurelles. Et tant que nous ne comprendrons pas qu'il faut de vrais gestionnaires pour des pôles qui sont des pôles, des pôles stratégiques pour nos États africains, pour pouvoir mettre à la tête de ces compagnies-là des vrais gestionnaires et non plus des politiques, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans la concurrence internationale. Il est impératif, c'est-à-dire de pouvoir faire une évaluation de ses propres moyens et de faire une évaluation de la concurrence à l'extérieur pour pouvoir poser des stratégies efficaces dans l'aéronautique, puisque l'Afrique en a besoin. On parle souvent de l'émergence. Voilà des constructions qu'il faut préalablement mettre en place et des compagnies africaines peuvent céder les unes par rapport aux autres. Donc, par rapport à votre question, je dirais tout simplement, Amira, que cette coopération-là, elle est nécessaire, même si elle n'est pas continentale, comme le disait Samuel là tout à l'heure, mais qu'elle soit au moins régionale. Mohamed, je vous laisserai le mot de la fin très rapidement. Très rapidement, il faut quand même dire que l'une des premières coopérations continentales a été dans l'aérien et s'appelait Air Afrique. Si on ne dit pas ça, on passe à côté. Ce fut un échec. Je m'arrête là. Et pour parler de poumons, c'est effectivement au Sénégal où le tourisme est un des poumons de l'économie, donc s'appuie sur l'aérien, et c'est là que nous avons d'énormes problèmes de gestion. Et pour revenir, ces problèmes de gestion-là, c'est parce que c'est un secteur où la dextérité et la précision de la gestion et des anticipations est très importante. Donc je pense que mon État est en train de prendre ça à bras-le-corps. C'est tout ce que je leur souhaite. Les coopérations techniques sont possibles. Le fret va monter. Et je pense que aussi de l'emploi catalytique qui peut venir de l'aérien, tout ça, avec l'AIBD par exemple au Sénégal qui sera livré, c'est de bon augure, je pense. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.